Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres. La poussée dentaire est une étape normale du développement de la dentition chez le bébé. C'est la période où les dents de lait se mettent en place dans la bouche du nourrisson. Dentition de 0 à 5 ans, on en parle dans un instant. Et puis la conservation des produits agroalimentaires est un casse-tête pour les commerçants. Entre hygiène, exposition à la lumière, à l'humidité et autres intempéries, les aliments mal conservés seraient nocifs à la santé. Enfin, avec l'avènement du numérique, on assiste à une nouvelle forme d'archivage, communément appelée l'archivage numérique. Il est une solution plus pérenne pour sécuriser les documents. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'apparition des premières dents d'un bébé est souvent source d'émerveillement pour les parents. Mais ces poussées dentaires sont aussi des étapes délicates qui s'accompagnent parfois de douleurs. Comment cela s'explique-t-il et quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Paulette Ehako et Amandine Anyambosu nous en parlent à travers cet élément. Elle désigne l'ensemble des phénomènes qui concernent la formation, la croissance et l'éruption des dents. La dentition est un passage obligé de la petite enfance. Certains bébés font leur poussée dentaire plus tôt, d'autres plus tardivement. Jusqu'à 10 mois, les gencives sont restées vierges. La dentition peut venir après les mâches. Et puis l'enfant suit le cours normal de sa croissance. C'est un peu difficile. À 3 mois déjà, je prends mes précautions pour faciliter la dentition chez mon enfant. La poussée dentaire s'accompagne également d'inconfort et de douleur. Il y a des enfants qui manifestent de la diarrhée, les fesses vertes, des enfants qui sont tout le temps fébriles, ils font plus bébé que d'habitude. Vous pouvez noter ces signes-là. Maintenant, les enfants qui veulent pousser les dents, vous allez remarquer que chaque fois quand ils voient quelque chose, ils attrapent, ils commencent à mâcher, à mordiller. C'est en fait parce que la gencive leur gratte. L'hygiène bucco-dentaire démarre dès la première apparition de la dent chez le nourrisson. Une mauvaise hygiène dentaire entraîne la carie. J'ai 2 enfants et ma première surtout a subi beaucoup de problèmes bucco-dentaires. Ce qui était dû au fait qu'elle prenait beaucoup de biberons quand elle était petite. J'ai commencé à lui faire des lavages des dents quand elle avait sensiblement 2 ans. Pourtant, elle avait déjà toutes ses dents. J'aurais dû commencer avant. Dès que l'enfant commence à pousser sa première dent, il faut déjà commencer à le brosser les dents. Il faut éviter de gaver les enfants de sucreries. Ils vont prendre la bouillie, d'accord, mais que ce soit à des heures fixes, heure de manger. D'accord? Il ne faut pas mettre le biberon dans la bouche de bébé pour le calmer. Quand le sucre traîne sur les dents, c'est ça qui acidifie en fait l'émail, ça déminéralise l'émail et ça expose à la carie. Au-delà de ces conseils du médecin dentiste, certaines astuces de grand-mère sont efficaces et facilitent la dentition chez le nouveau-né. Toutefois, pour une bonne santé des dents, les visites chez le chirurgien dentiste sont indispensables. À part la carie dentaire, il y a aussi les maladies liées à la gencive, qu'on appelle les gingivites. Vous allez voir peut-être des enfants qui, quand on les brosse, leur bouche saigne. Ou des enfants qui, dès le bas âge, à partir de 2-3 ans, ont de la mauvaise haleine. Tout ça, c'est dû à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, il faut nettoyer la bouche de l'enfant matin et soir, forcément avec une brosse adaptée et une pâte adaptée. Maman doit prendre soin de la bouche de son enfant. De 0 à 5 ans, il faut que l'enfant soit brossé par un adulte. Une bonne santé dentaire a des conséquences positives sur la vie de l'enfant. Elle est aussi essentielle au bon développement du langage. Et de la production à la commercialisation, les aliments franchissent plusieurs étapes. Et celle la plus importante est l'étape de leur conservation. En effet, les conditions d'hygiène pour la bonne conservation des produits agroalimentaires ne sont pas toujours respectées par les commerçants et les revendeurs, ce qui constitue un danger pour la santé du consommateur. Obed Dessou et Charlène Kendiho en parlent à travers cet élément. C'est un constat patent, presque une habitude. Dans les rues généralement,
Les produits agroalimentaires sont exposés à la poussière, au soleil et parfois à la pluie, ce qui constitue un danger pour les consommateurs. Ces produits agroalimentaires, en réalité, doivent être conservés à des températures bien convenables. Maintenant, si ces produits sont exposés au soleil, c'est sûr que ça aurait d'impact sur la qualité de ces produits-là, ce qui aurait certainement des effets néfastes sur la santé des consommateurs. Quand nous prenons par exemple la tomate en boîte, la boîte de lait concentré, la boîte de lait pique, lorsqu'elles sont exposées au soleil, la rouille les atteint facilement. Et cette rouille égrenée dans le produit que nous voulons consommer après la consommation, à long terme peut causer par exemple des dommages pour l'organisme comme le cancer de l'estomac. Si le soleil lui frappe beaucoup, c'est que les produits chimiques, tout évapore dedans. Ces produits agroalimentaires, ainsi exposés aux intempéries, sont en effet impropres à la consommation. En microbiologie alimentaire, on dit que tout aliment qui est conservé entre 5 et 60 degrés est un aliment potentiellement dangereux parce que c'est dans cet intervalle de température que les micro-organismes se multiplient très souvent. Et un aliment qui devait se périmer dans 3 mois, après 6 semaines, est déjà impropre à la consommation. Donc il faut savoir que mal conserver un aliment est toujours nocif pour la santé. Si la bonne conservation des produits agroalimentaires varie d'un commerçant à l'autre, il s'avère important de veiller au maintien de leurs constituants afin de garantir leur qualité gustative et nutritive. La mauvaise conservation des aliments peut amener les aliments à être soit souillés ou contaminés par des agents pathogènes. Je vais parler de bactéries, des parasites, des toxines et même des produits chimiques. Et donc la consommation peut engendrer quelques signes et maladies. En termes de signes, on va parler de la nausée, on va parler des ballonnements, on va parler des vomissements, et également de la fièvre typhoïde et de l'hépatite A. Prendre un soin tout particulier au stockage des produits agroalimentaires, être attentif aux dates de péremption, voilà quelques recommandations à suivre. Et puis aujourd'hui, avec le digital, la profession d'archiviste a progressé et on parle de plus en plus d'archivage numérique. Une évolution dont les enjeux et les défis ne sont pas encore très bien appréhendés par les archivistes béninois. L'archivage numérique, explication ici avec Bernus Amoussouga. D'abord, un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rend accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux, tout ce que vous savez, pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative.
Ce fut autrefois un royaume du diamant. Perdu au milieu du désert du Namib, la ville de Kolmanskop fut créée par des chasseurs de diamants allemands au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il ne reste en Namibie de cette cité florissante plus que des vestiges de la gloire d'antan et du sable à perte de vue. Correspondance de nos confrères de France 24. Perdu tout au sud du désert du Namib, au beau milieu des dunes, voici Kolmanskop. Une ville fantôme, abandonnée il y a plus de 60 ans, et pourtant tout est encore debout. Les maisons, le casino, le théâtre et même l'hôpital. Le temps semble s'être arrêté quand les derniers habitants sont partis en 1958. Seuls quelques touristes s'aventurent ici. Ça fait un peu peur. Je ne sais pas si tout ça est très solide, mais c'est incroyable de voir tout ce sable qui a envahi les lieux. Le désert reprend peu à peu ses droits. Le sable a en effet tout recouvert, jusque dans les couloirs du vieil hôpital. Je pensais qu'il y avait des fantômes ici. Ça m'a donné envie de venir. Je voulais voir ça et connaître toute l'histoire de cet endroit. Et s'il y a bien quelqu'un qui connaît tous les secrets de Kolmanskop, c'est Jenny Thompson. Voilà bientôt 10 ans qu'elle est guide ici. Elle connaît par cœur l'histoire de cette ville fondée en 1908 par des colons chasseurs de diamants. C'était la capitale du diamant, une ville en plein essor dirigée par les Allemands. Ils ont ramassé des diamants pendant 50 ans, puis ils en ont trouvé des plus gros ailleurs. Alors ils sont partis, soudainement. Et voilà ce qu'il en reste. Et pourtant, Kolmanskop fut l'une des villes les plus riches du monde. Au début du XXe siècle, les colons découvrent que la région regorge de diamants. Les prospecteurs débarquent par centaines, ce sont les années fastes. Les Allemands menaient ici une vie de luxe. Ils avaient même un bowling. Chaque jour, Jenny se glisse dans la peau des habitants, en particulier dans cette petite maison où le sable a été balayé. Ici, c'est mon endroit préféré. La maison de la commerçante, la femme la plus riche de la ville. Elle importait tout ce qu'elle voulait. Caviar, champagne, confiserie. Il suffisait de demander. Ce miroir est un original. J'imagine qu'elle se préparait ici. Vérifiait sa tenue, ses cheveux, son maquillage, et elle partait au travail. J'adore l'histoire. Je la ressens. J'imagine la vie de ces gens dans le luxe. Personne n'aurait l'idée de construire une ville comme ça dans le désert. Les Namibiens, eux, n'ont jamais vraiment profité de tout ce luxe, bien au contraire. Pendant la colonisation, des milliers d'entre eux ont été tués et exploités par l'Empire allemand. Après Kolmanskop, les colons ont installé d'autres mines de diamants dans la région. Certaines sont toujours en activité. Heinz Mans, notre guide, est l'un des seuls à pouvoir y emmener des visiteurs. On ne peut pas s'arrêter ici. La mine de diamants est toujours opérationnelle. On ne peut pas s'y balader. Si tu sors de la voiture, ils vont t'arrêter tout de suite. Il nous conduit un peu plus loin, à Elizabeth Bay, une ancienne mine de diamants abandonnée en 1948. C'était à l'époque la mine la plus moderne du monde. Elle n'a servi que pendant 10 ans, mais les Allemands y ont amassé des millions d'euros avant de déserter les lieux. Depuis, il règne ici une ambiance apocalyptique qui fascine Heinz. Mon grand-père travaillait ici. Moi, j'ai travaillé dans la nouvelle mine. Ce sont mes racines. Mais je sais très bien qu'on ne peut pas reconstruire cet endroit. Ça ne sera jamais plus pareil. C'est comme ça. La région accueille aujourd'hui des colonies d'Otari qui viennent ici se reproduire paisiblement. Depuis le départ des colons, ce sont elles qui règnent en maître sur le trésor de diamants.
Et c'est sur cette belle découverte que prend fin ce 19h45 que vous pourrez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, w.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.